Écoutez, bienvenue à tous. Je suis le professeur Nicolas Leroll, je suis le doyen de la faculté de santé de l'Université d'Angers. Et donc, à ce titre, je suis extrêmement heureux de vous accueillir tous pour cette journée scientifique de la chaire. J'ai toujours rêvé de faire venir la mer à Angers. Alors, c'est un succès partiel. Je commence pas à faire venir la marine, ce qui me paraît déjà euh, plus qu'un succès, en fait. On peut se demander pourquoi est-ce que les journées de la chaire orientées euh, essentiellement sur l'armée et puis après sur d'autres mondes, vient dans l'espace de la santé. Euh, donc on a un travail depuis 3 ans maintenant croisé sur la prise de décision dans le milieu de la santé. Euh, et ça permet de s'interroger sur tout ce que la santé doit au monde militaire pour dans l'idée de développer ces regards croisés qui permettent de sortir de son propre champ habituel et d'avoir des vraies innovations en allant regarder un peu ce qui se passe chez les autres. Et je dis ça entouré du buste d'Ambroise Paré, qui est à gauche, que vous voyez, donc qui a été chirurgien des armées de François Ier et de Charles VIII. Et puis de l'autre côté du bâtiment, alors un peu plus loin on ne verrait pas, mais il y a un grand bâtiment qui s'appelle le bâtiment Larrey pour le chirurgien napoléonien Jean-Dominique Larrey. Et donc la médecine s'est considérablement enrichie des apports, de l'expérience de la chirurgie de guerre, et ça continue maintenant avec, je pourrais vous décrire à quel point toute la médecine, l'accueil des urgences modernes s'est considérablement modifié avec l'expérience des guerres d'Afghanistan et d'Irak notamment, l'expérience du secours au combat qui a profondément modifié notre façon de soigner. Et puis évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. L'hygiène sur les bateaux de la marine s'est considérablement développée et a permis d'avoir des équipages en bien meilleure forme. Au moment des guerres napoléoniennes, on écrivait que la moitié des équipages mouraient non pas de combat mais de maladies. Et c'est moins le cas maintenant sur les bateaux de la marine. Et heureusement. Alors on peut décrire vraiment à l'infini ces choses croisées encore. Le pilier de la recherche médicale en ce moment est le dogme technique, c'est de l'évidence based medicine, et ce qu'on appelle l'essai randomisé contrôlé en aveugle, où on fait des groupes, on donne un traitement dans un groupe, on donne un autre type de traitement dans le groupe et on compare. Et en fait, donc c'est vraiment le dogme, le pilier de la recherche. Et en fait, la première fois où ce type de recherche a été conduit, c'est en 1747 sur un bateau de la Royal Navy par un chirurgien écossais sur la façon de traiter le scorbut. Et donc le changement conceptuel de comment est-ce qu'on va chercher, comment les traitements sont efficaces, sont été faits en dehors du champ médical pour répondre aux besoins. Alors on pourrait aller encore plus loin en disant que les seules choses prévisibles dans l'histoire, c'est la guerre et les épidémies, qui sont absolument récurrentes de façon certaine. Pas sûr que le réchauffement climatique arrange ce type d'occurrence. Et donc tout l'intérêt d'aller encore chercher les regards croisés entre différents champs. Alors tout est venu de notre partenariat de visite entre le simulateur de passerelle de navire à l'école navale et puis ensuite la venue de Sophie Lebris et Dominique Martin sur le simulateur en santé ici, et décider de travailler ensemble sur les prises de décision dans les univers qui nous intéressent, c'est-à-dire contraintes de temps, surcharge d'informations, décisions irréversibles. Et puis les contraintes d'environnement qui sont apparues de plus en plus prégnantes dans la santé, avec la réanimation hors les murs, avec les SAMU, avec les hélicoptères, et puis le Covid qui est venu nous imposer de travailler dans des lieux sur lesquels on n'avait jamais envisagé qu'on ferait une réanimation. Par exemple, dans des lieux hospitaliers qui à l'époque étaient pas du tout prévus pour. Voilà pour expliquer pourquoi j'ai, au-delà du plaisir, un très grand intérêt du monde de la santé à pouvoir accueillir la chaire et tout l'environnement qui va avec. Et donc je vous souhaite un très bon séminaire et je passe la parole à Sophie Lebris. Merci beaucoup, professeur Nicolas, de votre accueil déjà, parce que vous êtes très mobilisé, alors pas uniquement aujourd'hui. Ce n'est que le reflet, la conséquence des efforts et du soutien que vous avez avec vos équipes auprès de notre doctorante Lara Pointrin, qui doit être évidemment là, que vous avez vu à l'accueil. Alors déjà en mots d'introduction, merci beaucoup, merci à nos partenaires économiques, la Banque française mutualiste, puisqu'en fait ils nous soutiennent depuis le début.
l'année dernière, la journée scientifique avait eu lieu là-bas. Et en fait, les travaux de recherche, la recherche, notamment en France, elle est portée par des partenaires financiers qui veulent bien y contribuer. Et en cela, on remercie infiniment la Banque française Mutualis et Naxicap aussi, Eric Aveillant, qui certainement nous suit en ligne, mais qui, depuis le début, en fait, quand j'avais parlé de ce projet de chaire résilience et leadership, m'a dit moi ça m'intéresse et je vais te soutenir sur ce projet-là. Donc merci à lui à distance, mais je sais combien il veille au développement de la chaire. La chaire, elle a été créée du coup en 2018. On est une petite équipe, un pool d'un peu plus de 10 chercheurs avec 2 organes, un conseil scientifique qui veille évidemment à la bonne orientation des travaux de recherche, et puis un comité de pilotage qui s'assure aussi en fait des liens qu'on peut avoir entre la recherche et puis les terrains en fait, parce que nous en tant que chercheurs, évidemment, ce qui nous nourrit, eh bien, c'est le terrain, c'est l'observation de pratiques, de comportements, en l'occurrence dans la thématique de la résilience. Alors cette chaire résilience et leadership, l'enjeu, c'est quoi? C'est apprendre à durer, s'inscrire dans la durée. On voit bien que les contextes de crise sollicitent les organisations, qu'elles soient militaires, médicales, les entreprises. Les crises récentes qui se succèdent pèsent justement sur les organisations, mais pas uniquement, sur les acteurs également. Le leader, le chef, qui lui sent ce poids des responsabilités aussi, que l'on étudie particulièrement. Et puis ces équipes, donc c'est ce point-là qu'on a voulu développer et souligner aujourd'hui, l'enjeu justement des équipes, qu'elles puissent se coordonner pour pouvoir affronter les adversités qui peuvent être internes ou externes. Donc dans ces contextes de crise et qui peuvent être des contextes extrêmes, vous allez voir nos conférenciers qui sont, je rappelle, le professeur Ziegert et Wolbers, qui sont des conférenciers de niveau international. Ce qu'on a fait en vous invitant, en fait, c'est ce que je disais hier, on prend notre wish list et puis on dit qui on aimerait sur ces sujets-là. Et voilà, on ne s'est jamais mis de barrière mentale pour inviter des conférenciers de haut niveau. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est un vrai honneur de vous accueillir. Voilà. Donc l'idée, c'est d'apprendre à durer pour les organisations qui sont soumises à ces épreuves, pour les hommes. Et puis l'enjeu de ces journées scientifiques, c'est aussi de la fertilisation croisée. C'est-à-dire que pour les professionnels qui viennent, ils vont apporter leur témoignage et ça nous permet, nous en tant qu'académiques, de bien comprendre les problématiques du terrain, voire de bien cibler aussi nos axes de recherche pour que ça fasse écho évidemment au monde professionnel. Et pour les professionnels, peut-être humblement, c'est avoir une grille de lecture, c'est ce qu'on a demandé d'ailleurs aux conférenciers éventuellement, par cette analyse qu'ont les experts académiques, c'est de fournir d'autres clés de lecture en fait, qui permet pour un professionnel de comprendre, de décanter, de mettre des mots en fait sur des faits. Voilà. L'enjeu, c'est vraiment de la fertilisation croisée entre ces deux univers qui sont naturellement très, très proches puisqu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Alors la journée scientifique, c'est la 5e édition. On avait abordé les différentes phase de la résilience, puisque dans la phase de la résilience, elle se décline dans la phase d'anticipation des événements, où on va détecter les signaux faibles. Ça, c'est avant la crise. Quand la crise survient, c'est la phase d'adaptabilité. Et puis la 3e phase, c'est la phase de capitalisation et d'apprentissage. Donc lors des journées scientifiques, on avait abordé ces 3 phases. L'année dernière, on avait mis un focus aussi un peu plus fort sur le leadership, justement, puisque cette chaire met en exergue le rôle de l'humain et notamment du chef dans l'exercice des modes de réponse résilients. Et cette année, on a voulu mettre un peu plus l'accent sur les équipes. Donc je laisserai la parole au postdoc parce que, comme je vous ai dit, la chaire, c'est une équipe. Et seul, on ne peut pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'est que vous allez voir tout au long de la journée différents membres de la chaire. Moi, je commence. Le co-titulaire
Denis Lemaître conclura cette journée. Et puis vous verrez tout au long de la journée nos postdocs. Et je remercie infiniment donc Mohamed Ayoub Laouni, Nicolas Alfano, Lara Poitrin, toutes les équipes du professeur Leroll, Pierre Rigoire, hein, qui ont œuvré pour cette journée, parce que c'est eux qui mettent en œuvre aussi. Et donc chacun bien montrera aussi ses compétences dans son rôle d'animation, que vous verrez qui sera, je pense, rythmé. Donc cette 5e édition, on va vous présenter le programme. Elle a lieu à Angers cette année, comme vous l'a expliqué le professeur Leroll, parce qu'en fait, on mène des travaux de recherche sur le site d'Angers, mais en fait, tous les ans, on change de lieu. Donc, on a 3 partenaires académiques au sein de la chaire. L'école navale, que l'on remercie d'être là. Voilà, et qui se présentera aussi tout à l'heure et qui permettra du coup d'afficher eh bien l'intérêt qu'ils ont pour les travaux de la chaire. Donc l'école navale en tant que membre fondateur, l'université de Bretagne occidentale et puis l'université de Rennes. Donc on est 3 partenaires académiques à œuvrer en tant que chercheurs auprès de nos partenaires financiers. Alors, ces journées scientifiques, ben, en fait, en fertilisation, ben, ça, effectivement, parfois, on a c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Éric Thibault de la Banque française mutualiste, ben, en fait, ça donne lieu à des collaborations. Donc, par exemple, avec Angers, on a Édouard Pauli qui s'est levé à 2 heures du matin parce qu'il était intervenu lors d'une journée scientifique et puis, en fait, le contact était bien passé, ce qui fait que maintenant, il est membre du conseil scientifique. Il est connecté à San Francisco. Je ne vous dis pas le décalage horaire. Donc, Ned, je te salue à distance. Merci d'être avec nous. Ça a donné lieu aussi à une collaboration avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Donc, Nicolas Alfano travaille plus particulièrement sur ces terrains-là. Et puis, la fertilisation, c'est aussi en interne de nous challenger. Donc, demain, par exemple, nos 2 conférenciers regarderont nos travaux pour nous remettre en cause aussi et puis pour nous pousser un peu dans notre retranchement pour que l'on progresse et que l'on apprenne aussi, en fait, de la même façon que l'ensemble des auditeurs. Donc, l'enjeu, en fait, c'est de cette thématique, c'est la coordination. Vous verrez avec une partie de la matinée plus dédiée à la constitution des équipes. Faut-il des experts? Mais en même temps, les débutants, ils font partie aussi des équipes. Donc, comment avoir une action cohérente, efficace quand on a des profils d'experts, de non-experts? Donc, ça va être abordé ce matin avec des témoignages. Et puis, on passera cet après-midi avec une approche un peu plus macro, où justement, quand vous avez des équipes et des rôles différents, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, la partie médicale, comment faire quand très rapidement, en fait, cela constitue finalement une unité qui est éphémère, et comment faire pour se coordonner. C'est des points de tension qu'on a souhaité en fait développer ensemble, pour essayer de trouver également des pistes, des réflexions. Donc merci encore d'être là. Je laisse la parole à Ayoub Laouni, que je remercie infiniment. À toi la main maintenant, Ayoub. Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier encore une fois les intervenants qui ont bien accepté de participer à cet événement et qui, je suis sûr, nous sera très profitable en termes d'expertise et d'expérience qui seront partagées dans cette journée. Un grand merci aussi à l'audience qui se sont déplacés aujourd'hui et puis à les personnes qui nous regardent en distanciel, en visio. Et donc, très rapidement, l'idée, c'est de pouvoir lancer la première session. Donc la première session aujourd'hui qui sera traitée, ce sera les dynamiques d'équipe se coordonner pour agir. Donc comme disait Sophie, donc du coup la première session sera plutôt sur la coordination des équipes en interne, avant de passer à une vision plus macro en après-midi avec la coordination entre des équipes qui seraient constituées d'acteurs qui viendraient d'organisations différentes et qui se rassemblent sur le terrain de la crise pour agir en commun. Et donc du coup pour cette première session, donc l'idée principale c'est en fait, le thème principal, c'est les enjeux, pour pouvoir traiter quels sont les enjeux de coordination au sein d'équipes qui seraient en situation, qui seraient en train d'opérer en contexte extrême. Donc là, les enjeux, sans être exhaustifs, on peut en citer quelques-uns. Donc d'abord, l'idée d'agir de manière coordonnée dans des situations de pression temporelle, de forte pression temporelle, c'est-à-dire avec très peu de temps pour prendre des décisions et puis pour la traduire en action. Aussi, l'idée d'agir
en tenant compte de la diversité des profils qu'on peut retrouver au sein des équipes, donc des diversités d'expertise, d'expérience, peut-être aussi de valeurs, de rapport à l'autorité, donc toutes ces diversités-là qu'il faut aussi tenir compte quand on constitue des équipes et qu'on doit se coordonner. Aussi l'idée d'agir dans des situations qui sont marquées par la complexité et l'incertitude, donc avec des informations qui seraient incomplètes, imparfaites, avec une faible anticipation sur les conséquences de ses propres actions. Et donc, du coup, tous ces éléments-là qui font cœur des équipes qui agissent dans des contextes très, très compliqués et extrêmes. Et enfin, aussi agir en contexte, on va dire, de forte indépendance. Quand on parle d'équipe, c'est effectivement des acteurs, des membres d'une équipe qui sont dépendants des uns des autres. Donc, du coup, comment agir en tenant compte de la séquentialité, du parallélisme des actions qui vont agir sur la performance de l'équipe. Donc, sans être exhaustif, quelques enjeux qui vont être traités dans cette matinée par les différents intervenants, autant d'un point de vue académique, avec le professeur Ziegert, avec l'expertise professionnelle et du terrain de nos intervenants professionnels. Et donc très rapidement, pour le déroulé de cette matinée, donc on aura tout d'abord un keynote speech, on va dire, de la part du professeur Jonathan Ziegert, que je remercie d'être là parmi nous, qui lui va parler de ses travaux notamment sur les dynamiques de leadership au sein des équipes d'action extrême, notamment médicales. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir le capitaine de vaisseau Sébastien Paris, donc qui lui va nous parler, on va dire, d'un corps de l'armée dont la coordination en situation extrême est le cœur du métier, donc les commandos marines et les fusiliers commandos. Ensuite, on aura une courte pause et par la suite, on aura le professeur Tristan Mantier qui lui va venir plutôt nous parler de la place importante des réservistes au sein des armées et donc du coup sur la question de l'intégration des réservistes au sein d'équipes constituées en situation extrême lorsqu'ils sont projetés en situation. Et enfin, on aura le plaisir d'avoir le capitaine Vincent Tardant qui lui prend sa casquette aujourd'hui de docteur en ergonomie du service de santé des armées qui va venir nous parler de ses travaux de recherche sur la construction collective d'une conscience situationnelle à travers la communication verbale. Et donc, en toute fin de session, on aura une petite table ronde d'une 50aine de minutes qui sera l'occasion de déjà engager la discussion entre les différents intervenants et puis d'ouvrir les questions-réponses avec la salle. Donc sans plus tarder, je vais demander au professeur Ziegert de rejoindre la scène. Merci beaucoup.